Sud Radio sur les routes de l'été, Laurence Perrault. Merci d'être avec nous jusqu'à midi pour notre première heure des routes de l'été. Je suis ravie de vous accompagner et de vous accueillir, vous qui nous écoutez sur Sud Radio, mais également sur la page Facebook de Sud Radio. Notre équipe est au complet. Zach est au standard. Zaz, c'est la chanteuse qui vous accueille. Vous n'hésitez pas à nous retrouver au 0826 300 300. Nous avons bien sûr Jamel qui réalise cette émission. Un clin d'œil à mes deux complices jeunes journalistes encore à l'école, Colin et Hugo, qui nous aident à préparer cette émission, et bien sûr à notre grand journaliste Théo Ampillac qui est là. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Pour notre rendez-vous, on va commencer dans quelques instants avec un grand témoignage. Sud Radio vous écoute avec ce témoignage bouleversant. Je dois arrêter le travail, vendre ma maison. Un cri d'alerte de Mounia, qui est maman solo à Marseille, qui s'occupe de son petit garçon de 6 ans atteint d'autisme. À 11h30, on fera un détour de vacances. On va partir sur les lodges de la Viarona avec Marine Sono, ancienne guide à vélo. Elle a créé 5 cabanes spa et 5 tentes loges. Elle nous en dira plus à ce moment-là. Et puis avant de terminer l'heure, eh bien, je vous emmène dans le Gers pour notre table de l'été où l'on va découvrir une association qui regroupe 300 éleveurs passionnés et qui nous permettent de mettre dans nos assiettes du veau ou bien sûr du bœuf. À tout de suite sur Sud Radio. Allez, on commence maintenant. Évidemment, j'ai besoin de vous, vos témoignages, vos réactions. C'est au 0826 300 300. Sur les routes de l'été, Sud Radio vous écoute. Elle est maman solo et avant même de l'accueillir, je vais avec vous, Théo, rappeler cette histoire qui nous a donné envie de lui donner la parole. C'est un véritable cri d'alerte, Théo, que Mounia passe aujourd'hui et depuis quelques jours maintenant. Oui, Mounia, son appel à l'aide, elle l'a lancé sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. Je suis maman de 3 enfants, dont un en situation de handicap, autiste sévère. Ça fait 5 ans que je me bats pour les soins. C'est un parcours du combattant pour ceux qui s'y reconnaîtront. J'ai tout fait, j'ai tout fait. C'est-à-dire que j'ai été jusqu'à rencontrer monsieur Emmanuel Macron, le président de la République, pour que au moins mon fils ait une prise en charge au sein d'un IME. Parce que le manque de soins, le manque de moyens et le manque d'évolution de l'enfant fait que ça m'a engendré un millier de problèmes de partout, que j'ai réglé un par un. J'ai jamais demandé d'aide, j'ai jamais demandé du traitement de faveur, j'ai juste demandé les droits de mon fils. Parmi les autres problèmes rencontrés, le droit à l'allocation journalière de présence parentale, l'AJPP. Cette aide lui permettait de s'absenter de son travail pour accompagner son fils, mais la CAF vient de lui refuser le renouvellement. Sans ses 310 jours de congé sur 3 ans, Mounia se demande comment continuer. Impossible pour elle de laisser son fils seul ou en structure inadaptée. Elle dénonce des démarches administratives absurdes, des critères déconnectés de la réalité et un système qui, selon elle, abandonne les familles les plus vulnérables. Son cri d'alerte rejoint celui de nombreuses autres familles qui pointent les failles dans l'accompagnement du handicap en France. Mounia est avec nous ce matin pour raconter son combat et sa peur de ne plus pouvoir tenir. Mounia, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio et merci de la confiance que vous nous accordez pour venir témoigner et nous raconter ce que vous vivez. Je vais évidemment appeler aussi tous nos auditeurs à venir témoigner ou même si, suite à votre témoignage, ils peuvent vous aider de créer cette chaîne de solidarité et puis de ne pas hésiter à faire le 0826 300 300. On vous a entendu donner ce cri d'alarme sur les réseaux sociaux. Théo Ampillac, notre journaliste, a fait un résumé de ce qui se passe. Est-ce que vous voulez bien me raconter un peu plus en détail, Moussa? Oui, alors effectivement, le cri d'alerte, je l'ai fait après avoir su que mon renouvellement d'AJPP avait été refusé. C'est une demande que j'avais faite début juin. Donc j'avais fait cette demande vu que j'avais écoulé la première. Hein. Du coup, au mois d'août, j'ai su que ça avait été refusé. Enfin, j'étais au travail, j'ai appelé la CAF pour savoir ce qu'il en était, et on m'a dit que le médecin conseil de la CPAM avait refusé. Donc, en date du 5 juin, il me semble, je n'avais plus droit à la JPP. Donc, je me suis retrouvée comme ça du jour au lendemain, sans aucun jour. Et sans aucune explication du refus ? Non, ils n'ont pas de raison parce que c'est médical et donc c'est à la CPAM, donc il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de téléphone. La seule façon pour moi, c'était de faire un recours, donc je l'ai fait dans l'immédiat. Mais on m'a dit que ça pouvait prendre 4 mois et qu'au bout de 4 mois, si on n'avait pas de nouvelles, c'était considéré comme un refus, donc il fallait saisir le tribunal administratif. C'est tout ce qu'on m'a dit. Oh là là. Et alors vous en êtes à un tel point, on rappelle, vous êtes maman de 3 enfants. Ouais. Mounia, c'est votre petite de 6 ans qui est atteinte d'autisme. C'est ça, alors exactement. Moi, je suis maman de 3 enfants, donc 14, 6 et 5.
Et donc, c'est Moussa, mon fils de 6 ans, qui est autiste sévère. Et pour qui je me bats au quotidien, parce que en fait ça c'est une infime partie de la bataille. Voilà, c'était la goutte d'eau, on va dire, mais c'est vrai que sinon c'est un combat au quotidien. C'est vrai qu'on se sent à l'abandon dans le sens où tout le monde se rejette la balle. Il n'y a pas de structure adaptée, il n'y a pas de place en fait dans les structures adaptées. C'est 5 ans, 6 ans minimum de liste d'attente. Moi, pour grosso modo, mon fils, ça fait 4 ans qui va à l'école, il a redoublé sa grande section, il est autiste sévère non verbal, il a la couche, il rentre pas en classe, voilà, et il va à l'école en fait. Mais il a aucun apprentissage scolaire, il ne tient pas à stylo, voilà. Donc c'est une bataille au quotidien. On se bat avec l'administration, avec tout le monde, et c'est vrai qu'après ça devient épuisant. Et Monia, je pense que vous êtes seule à élever vos 3 enfants? Oui, moi je suis maman célibataire. Ouais, je travaille à côté. Et vous arrivez à gérer tout ça? Waouh! Oui, alors comme je dis, mais ce que j'expliquais aussi aux journalistes, c'est que moi, mes enfants, et je l'avais dit même au président de la République, quand j'ai été le voir, je lui ai dit, vous savez, j'ai pas besoin d'aide pour m'occuper de mes enfants, je m'occupe des 3, ils ont leur activité, ils ont leurs loisirs, il y a rien à redire. J'ai dit, en fait, quand j'ai été le rencontrer, parce que c'était un même cri d'alerte, on va dire, il y a un an, mais différent. Voilà, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, mais je lui avais dit, je suis là pour des soins. Je demande juste que mon fils ait des soins. Enfin, comment on peut en arriver là, en fait, de voir son enfant depuis 5 ans sans soins adaptés, pas de prise en charge, en fait, adaptés. Pour une maman, c'est la pire des douleurs. Et après, ensuite, oui, il y a toute cette façon de administratif, tous ces papiers qu'on nous donne, c'est que des dossiers à remplir, mais ils seront jamais pris. C'est comment dire, je sais pas comment vous expliquer, mais c'est voilà, ils se retrouvaient là 100 jours. En fait, là aussi, ouais, ça a été un coup dur parce que je me dis comment on peut se retrouver du jour au lendemain. En fait, on m'annonce par téléphone que j'ai plus de jours. Donc j'ai regardé mes collègues, et je dis j'ai plus de jours. Et c'est en fait, je pense que le temps que l'information monte, ouais, c'est vrai qu'après j'ai lancé un cri d'alerte parce que vous savez, je suis propriétaire. C'est ce que la première réaction que j'ai dit à la dame de la cave, j'ai dit je fais quoi là? Je vends ma maison. En fait. Et tout ça, j'arrive pas à comprendre qu'on peut en arriver là. On peut nous laisser comme ça. C'est sans soins, sans aide administrative, sans... Voilà, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. J'avoue que on avait préparé ce rendez-vous et merci à Théo qui vous a eu aussi, notre journaliste. C'est très dur, on se sent tiré impuissant, mais je pense qu'on ne peut ne pas l'être. Et je vais vous demander, Sonia, d'accueillir avec moi Sonia Aeichinou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la vice-présidente de l'UNAPI. Oui, c'est ça, tout à fait. Et on va rappeler... Sonia Aeichinou. Voilà, Sonia Aeichinou, pardon. On va rappeler évidemment ce qu'est l'UNAPI et cette association de défense des personnes, entre autres avec handicap mental et psychique. Vous venez, Sonia, d'entendre le témoignage très bouleversant de Mounia. Je vais aller droit au but. Comment on en arrive là? Pourquoi on en arrive là? Et comment on peut aider? Alors, pourquoi on en arrive là? Oui, alors je vais juste rappeler, l'UNAPI, c'est une association d'associations. C'est un mouvement d'associations parentales. Donc nous sommes, la majorité des présidents des associations sont des parents. Donc on vit aussi le parcours de Mounia, que je comprends très bien pour l'avoir vécu. Sur le département, alors moi je suis basée en Charente-Maritime. Quand j'étais dans la situation de Mounia, j'ai contacté l'association du département, mais avant d'arriver à ce stade-là, c'est vrai que vous allez toquer à toutes les portes, vous rencontrez des difficultés administratives, vous rencontrez des difficultés professionnelles, des difficultés sociales, et à chaque fois, vous vous retrouvez face à des murs et vous tournez en rond jusqu'au moment où vous tombez sur la bonne personne. Mais avant de tomber sur la bonne personne, c'est vrai que le parcours est extrêmement compliqué, on peut craquer, on peut faire un burn-out, et vous avez une situation qui devient précaire très très rapidement. Alors pour aider, il faut pas hésiter à
continuer. Mounia, je sais que c'est extrêmement dur et que c'est difficile pour les parents, d'autant plus quand on est maman célibataire, on est vraiment tout seul embarqué dans la barque. C'est vrai qu'il y a des recours, les situations administratives sont extrêmement longues et fastidieuses. Il faut tenir et il faut pas hésiter à se faire soutenir par des associations qui peuvent vous aider justement à monter les dossiers et puis aussi à faciliter les démarches, même si elles restent extrêmement complexes. Mais vraiment, il faut tenir. C'est vraiment très très important. Et alors pour revenir sur alors je connais pas du tout la situation. On va rappeler juste Sonia, avocate de l'UNEPAI, on va rappeler la situation de Mounia qui est avec nous et qui accepte de témoigner. C'est qu'on vient maintenant de lui refuser un APLU, qu'on appelle les AJPP, les allocations journalières de présence parentale, qui normalement sont versées si vous occupez de votre enfant gravement malade, accidenté ou handicapé. Et là, d'un seul coup, alors que son fils de 6 ans est atteint d'un autisme sévère dont elle nous a parlé, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout autonome, il peut pas même écrire, même pas aller à l'école. Enfin, on lui enlève ses AJPP et donc elle en est à se dire je vais devoir vendre ma maison pour survivre. Bah oui, parce que si vous n'avez pas de revenus et si vous êtes obligé de vous absenter de votre travail sans avoir de salaire ou sans avoir d'allocation qui vous soutiennent justement dans ces démarches-là, la situation devient mathématiquement précaire. Vous n'avez pas de revenus et vous êtes obligé de courir à gauche et à droite pour vous occuper de votre enfant. Mais pourquoi ? À un moment donné, ça ne peut pas tenir. Parce que administrativement, vous avez des freins, des blocages par rapport à une information qui manque dans le dossier ou par rapport à la situation qui est mal évaluée. Vous faites un recours qui va durer un temps indéterminé, qui peuvent être très longs, de 4 à 6 mois. Et du coup, votre situation elle devient bloquée pendant 4 à 6 mois et encore plus longtemps que ça. Je voulais juste savoir, parce que vous avez l'allocation de présence parentale qui est délivrée par la CAF, mais vous pouvez avoir aussi d'autres allocations qui peveux vous soutenir en fonction de votre situation. Oui, mais ce que je comprends pas, Sonia, ce que je comprends pas, et Mounia, je vais leur donner la parole, je veux dire, son enfant de 6 ans n'est pas guéri d'un seul coup, il n'y a pas un miracle, même si on est le 15 août et que c'est la Sainte Marie, et qu'il y a beaucoup de gens qui vont à Lourdes et on les embrasse aussi, mais comment ça se fait que chaque année il faut refaire des dossiers de fous alors que la maladie, Mounia, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'avoue que ça me met en colère, je vais me calmer. Moi, non, c'est gentil. Merci beaucoup en tout cas. Mais moi, je pense comme vous. Il y a un renouvellement exceptionnel d'aide journalière de présence parentale qui me convenait parfaitement. Ça me permettait de gérer mes enfants, surtout mon fils en situation de handicap, parce que c'est pour lui. Moi, je travaille en décalé. C'est le seul que je peux pas faire garder et de l'emmener à ses rendez-vous. Elle existe, c'est ce que j'ai dit à la dame de la CAF. J'ai dit pourquoi on nous l'accorde pas. Comment on peut et même si je m'étais trompée dans un papier, pourquoi on nous appelle pas? Pourquoi on nous laisse comme ça? En fait, c'est se retrouver comme ça du jour au lendemain et ça fait 2 mois que vous l'avez plus. C'est pas normal. Ensuite, oui, il y a l'aide de l'enfant en situation de handicap, la AEH, donnée par la MDPH. Donc on me dit, je pourrais faire un complément, mais ça va prendre combien de temps? La situation elle ne change pas, ça prendra 6 mois minimum. Il faut que je refasse un dossier tout entier, qu'on fait tout. Moi, j'en peux plus de ces dossiers. C'est des dossiers où il faut aller chez le médecin, remplir un certificat médical, mettre tous les comptes rendus, refaire un projet de vie. Enfin, il faut expliquer toute sa situation. Et c'est ça pour tout, pour liste d'attente des IME qui verra jamais la couleur. Voilà. Et puis surtout, Mounia, je pense donc j'en arrive à un moment donné. Là, ça me convenait parfaitement. En plus, la JPP, ça permet de, si l'enfant fait une crise le matin à la dernière minute, moi, je sais que je suis en équipe. Donc, là, je peux appeler mon patron, c'est fait légalement pour nous soulager. Oui. Je peux appeler mon patron, dire mon fils, il est en crise, ou quand il y a une rechute pour un enfant malade, et il nous l'accorde. Demain, je vais faire... Vous faites quoi, Mounia, dans votre travail? Sur la sûreté ferroviaire. D'accord. Donc en fait, vous êtes une maman qui élevait seule ses 3 enfants. Évidemment, le petit dernier, effectivement, atteint d'autisme sévère. Vous travaillez à côté. Vous ne mendiez pas en plus. Vous payez vos impôts. Exactement. Parce que ça m'enrichit pas. Non, mais ça représente combien? Ça représente 64 € la journée. 64 € la journée. C'est pas mon salaire en plus. C'est ce que j'ai dit à la dame. J'ai dit, vous savez, pour faire les allers-retours en voiture, emmener au rendez-vous, s'occuper, c'est pas. C'est ça. Je demande pas la lune en fait. Je demandais juste cette petite compensation qui fait que et puis surtout, je pouvais pas garder mon travail parce que je veux pas le perdre. Et puis surtout, déjà pour votre équilibre également, et pas que financier, mais c'est aussi surtout important de bien prendre conscience que quand on n'est pas
parent comme ça d'un enfant ou même aidant, on ne se rend pas compte de, bien sûr, l'énergie, mais aussi, on va le dire comme ça, et c'est brutal, de l'argent que ça demande de s'occuper de personnes qui sont atteintes d'un handicap. On va revenir sur le sujet dans quelques instants. Restez avec nous, Sonia. Vraiment, Sonia, donnez-nous des pistes concrètes pour que Mounia puisse peut-être être aidée aujourd'hui. Je vais faire un appel de solidarité également à tous ceux qui écoutent Sud Radio, y compris si vous êtes de la CAF. Décrochez votre téléphone, appelez-nous 0826 300 300. Même si ça n'aura servi qu'à ça, cette émission de tout l'été, ça valait le coup. 0826 300 300. Je vais essayer de vous donner tous la parole. Vous êtes nombreux à appeler. On s'occupe de Mounia ce matin sur Sud Radio, dans nos routes de l'été et dans cette rubrique Sud Radio vous écoute. Sud de l'été, Sud Radio vous écoute. Et on donne la parole ce matin à Mounia, et qui est cette maman qui s'occupe seule de ses 3 enfants, dont le petit dernier de 6 ans est atteint d'autisme sévère. Et elle vient d'apprendre qu'on va lui enlever la fameuse aide pour les jeunes enfants, l'AJPP, et que cette somme d'argent nécessaire quand on s'occupe d'un enfant ou d'un aidant, quand on est aidant d'un adulte handicapé, va la mettre dans une situation, et la met dans une situation financière dramatique. Elle en est même à se dire qu'elle va vendre sa maison. Et d'ailleurs, je voudrais partager avec vous la dernière enquête, une des enquêtes qui a été faite par APF France Handicap, puisque ça soulève la problématique de est-ce qu'en France on aide concrètement? Est-ce qu'on est assez bien pour aider toutes ces personnes, tous les aidants? Eh bien, écoutez bien, l'enquête a été menée auprès de personnes venant en aide à un proche en situation de handicap. 98% des répondants estiment que leurs problématiques ne sont pas prises en compte dans les politiques publiques. Et il y en a des témoignages, malheureusement, Mounia, comme le vôtre, très régulièrement. Alors, je vais en profiter puisqu'on a fait la semaine dernière une émission sur les personnes isolées, les personnes âgées isolées. On va faire un gros bisou à Françoise qui nous écoute, elle le sait, et qui avait témoigné la semaine dernière dans cette émission pour les personnes âgées isolées. Mounia, on revient avec vous, et je me suis permise de demander à Sonia, vice-présidente de l'UNAPEI, de nous donner des pistes concrètes pour vous aider. Sonia, concrètement, qu'est-ce que peut faire Mounia vraiment ? Alors concrètement, je pense qu'elle a utilisé toutes les jokers qui existent. Vous avez aussi la Maison de l'Autisme qui est un site en ligne avec un certain nombre de ressources. Et je sais que vous avez une ligne d'écoute d'Autisme Info Service qui est disponible aussi pour aider et orienter les personnes. Alors par téléphone, c'est 0800 71 40 40, et vous pouvez aussi les contacter par mail. Donc si vous allez sur le site maisondelautisme.gouv.fr, vous pouvez trouver beaucoup de ressources, notamment sur l'autisme, avec des interlocuteurs et puis des lignes d'écoute justement pour ces différentes problématiques. Mais Mounia, elle a toqué vraiment à toutes les portes. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez un service public qui est pas tout à fait adapté justement à des situations problématiques comme ça. Quand on est dans des difficultés de handicap plutôt sévères ou complexes, c'est vrai que vous allez toquer à toutes les portes, et dès que vous avez un grain de sable, vous êtes obligé de faire des recours sur recours, vous déplacer dans tous les sens. Il y a un temps énorme qui est perdu, et ça met dans des situations de précarité extrêmement rapides les différentes familles qui sont obligées d'arrêter de travailler. Alors quand on est maman solo, ça peut être dramatique. Il faut penser aussi aux frères et sœurs qui sont aussi du coup impactés par cette situation. Donc vraiment, il faut pas hésiter à aller vraiment toquer aux portes des associations. Les associations départementales du réseau UNAPEI sont ouvertes justement, puisque ce sont des parents qui ont vécu ou qui vivent encore ce genre de situation. C'est votre cas ? Ça vous apportera... Oui, c'est mon cas. Alors, ma fille maintenant a 20 ans, donc je suis dans une autre problématique aussi, dans une attente d'un établissement avec aussi un autisme sévère. Donc, c'est vrai que c'est le parcours du combattant à tous les âges de la vie, et on n'est pas dans un parcours fluide comme n'importe quel parent. Et c'est difficile tout le temps, administrativement, socialement, professionnellement, et tout est compliqué. Au niveau du travail aussi, ce que j'ai envie de dire pour les aidants, c'est que maintenant, dans les entreprises, vous avez des référents handicap. C'est obligatoire. C'est inscrit dans la loi. Le référent handicap doit être en mesure d'aider aussi les salariés dans les différentes démarches, et surtout dans les situations de blocage comme ça, pour débloquer ou au moins aller chercher des aides qui sont complémentaires. Les centres communaux d'action sociale aussi
peuvent intervenir pour avoir des aides ponctuelles. Donc c'est vrai que puis ça demande du temps d'aller encore raconter les histoires sans cesse, de refaire un dossier et de l'énergie, et on perd du temps et de l'argent. Et c'est vrai que vous avez des interlocuteurs. Alors le gouvernement va dire que oui, il y a des dispositifs, il y a des aides, mais il faut aller les chercher partout, et le paysage est extrêmement complexe et pas du tout lisible. Pour les familles. On a Robert au 0826 300 300 également qui nous a appelé. Vous êtes nombreux à réagir. Je pourrais malheureusement pas donner la parole à tout le monde, mais voilà. Merci Robert d'être avec nous. Bonjour. Oui, bonjour, et merci de me donner la parole, et surtout sur un sujet aussi important que l'autisme. Pour nous, c'est très important que les gens connaissent justement notre situation de vie et les luttes qu'on a tous. C'est-à-dire que je dis souvent qu'on est des parents à part, et on est vraiment dans quelque chose d'à part dans ce monde qui va très très vite. Et malheureusement, l'autisme, souvent les autistes, ils ont leur temps à eux. Oui, c'est pas la même notion. Robert, dites-nous avant tout sur Sud Radio, puisqu'on est dans cette émission qui s'appelle Les Routes de l'été avec Sud Radio vous écoute. Vous, c'est votre enfant qui est atteint aussi d'autisme ? Oui, il a 28 ans aujourd'hui. Mais je rebondis un peu ce que disait. C'est-à-dire que là, il est dans un femme adulte. Ça a été une lutte constante de tous les jours pour trouver une structure, parce que les personnes qui sont à l'antenne le savent. On doit d'abord passer par les demi-journées, après les journées. Et est-ce que vous avez déjà, excusez-moi d'accélérer un peu, Robert, mais oui, bien sûr. Vous avez eu les mêmes problèmes que Mounia qui se retrouve sans les allocations et qui va devoir vendre sa maison. Vous avez eu aussi, vous, un moment où financièrement c'est devenu risqué pour la famille ? Ah bien sûr, ce que je disais, c'est-à-dire que nous au début, il y a une vingtaine d'années, l'autisme n'était pas considéré comme il est aujourd'hui. Donc la CAF nous a carrément refusé, même avec toutes les expertises, de le mettre à plus de 80%, ce qui permet d'avoir les allocations, on va dire, un peu plus élevées. Donc on a dû aller au tribunal de Paris après une demande. Et on a amené notre fils. Il a fallu que notre fils aille avec nous, et que le médecin, le pauvre qui était là, qui a dit mais c'est pas normal qu'on vienne ici, que vous veniez ici, quoi. Donc je comprends exactement ce que vivent ces parents-là en ce moment. Et donc vous avez dû aller au tribunal pour aider Mounia, parce que vous avez malheureusement un peu d'avance sur elle au niveau du temps, puisque votre fils a 28 ans. Là aujourd'hui, elle a perdu les allocations journalières de présence parentale. On lui a enlevé comme ça d'un seul coup, alors que son fils de 6 ans est toujours avec le même handicap d'autisme sévère. Qu'est-ce que vous pourriez lui dire de faire? Là, on a déjà eu Sonia de l'UNAPI, mais bon, je sais que Mounia, elle va dans tous les sens, et on sent que c'est une femme qui a envie et qui a de l'énergie, mais il y a un moment, à force de se fatiguer, qu'est-ce qu'elle pourrait faire pour faire bouger les choses là? Moi, je conseille je sais pas si elle a les moyens, mais c'est de prendre un avocat. Il y en a énormément maintenant qui font des prix qui sont très humains d'ailleurs, et prendre un avocat qui va lui dire exactement comment faire et porter l'affaire vraiment au niveau départemental. En plus, elle sait que c'est rétroactif, donc lui, il va pouvoir faire les choses beaucoup plus rapidement qu'elle et moi, par exemple, qui connaissons pas bien les lois. Et je pense que si elle a les moyens, ça coûte entre 500 et 600 euros par mois, un avocat, je crois. Il va pouvoir faire les démarches pour elle en urgence. Voilà, c'est ça que je vais vous dire. Super, Robert. Mounia, vous y avez pensé à ça? Merci. Oui, je sais, un avocat. Mais moi, je trouve, en fait, j'ai du mal à l'accepter. Je vois pas pourquoi on a un enfant handicapé qu'on doit aller. Vous savez, j'en ai fait des parcours. Même au mois de juin, j'étais devant l'hôtel de ville, la mairie. On court tout le temps. Et c'est vrai que donc, le sujet de l'avocat, j'y ai pensé. Mais d'un autre côté, comme là, en fait, je suis entre le cri d'alerte, et après, quand je me ressaisis, puisque quand on a un enfant en situation de handicap, tous les parents savent, des fois, on a ce moment de burn-out, mais on n'a pas le choix, on se relève et on se bat. On est des bâtons. Et là, mais du coup, pour l'avocat, je me dis, mais comment, j'arrive pas à l'accepter, en fait. Je sais pas si vous comprenez. Je vais pas prendre d'avocat pour avoir voilà, c'est ça, c'est le principe. C'est comme pour le travail. Honnêtement, mes collègues se sont collectés. J'ai eu des collègues au national qui me disent, on a sorti un tract, on va t'aider. Mais par principe, je dis non, c'est pas à vous de me donner des congés. Vous voyez, j'ai du mal à l'accepter. Et donc, l'avocat, c'est pareil. Je me dis non. Donc là, moi, c'est vrai que j'ai fait le recours. Si le recours, il n'est pas pris en compte, comme j'ai dit à la CAF, j'ai dit si le recours, je dois aller au tribunal, pareil, je ramènerai mon enfant au tribunal administratif, et puis
Vous comprenez? Bien sûr. Parce après, Mounia, alors pour le coup, c'est trop facile d'accepter à chaque fois. Non, mais on est d'accord. Et puis, moi, je vais pas me permettre de vous donner des conseils. Je ne vis pas votre situation. Je dis ça aujourd'hui, mon état d'esprit. C'est ça. Après, c'est peut-être juste pour gagner du temps et les conseils vont dans ce sens-là. Et même Sonia de l'UNEPAI qui dit n'hésitez pas à vous faire aider, faites-vous accompagner par une association. En fait, dans ce monde où tout le monde est devenu, pas tous, heureusement, mais où on a un grand égoïsme et où tout devient brutal. Si autour de vous, on s'allie, Mounia, ne le refusez pas peut-être. Même si je comprends. Ah oui, non, c'est sûr. Même si vous voyez, je vais payer un avocat encore. Ils vont me le rembourser après la CPM, vous comprenez? Bien sûr, bien sûr. Après, on nous dit aussi, a priori, il y a un médiateur à la sécurité sociale. C'est Stéphane, qui c'est qui m'a dit ça sur la page Facebook de Sud Radio? Je peux vous dire que ça fait réagir, votre... Mais là, le problème, c'est que c'est le médecin conseil qui a refusé. Donc même honnêtement, l'interlocutrice de la CAF m'a dit, je comprends pas, parce que... Oui, je comprends pas non plus. Elle m'a dit, c'est vrai que, voilà. Et donc, le seule chose que je pouvais faire, c'était le recours que j'ai fait. Donc, j'ai eu l'accusé réception. Donc là, j'attends. Je me dis peut-être qu'avec les médias, ils vont peut-être le traiter un peu plus vite que 4-6 mois. Moi, j'espère. On a Véronique sur la page Facebook qui dit, est-ce que vous avez une augmentation de vos revenus qui pourrait expliquer cela? Non, j'ai pas de... Moi, non, ça n'a rien à voir, en fait. Ouais, c'est ça. Non. Non, puis ça n'a rien à voir avec les revenus, je crois pas. Non, ça n'a rien à voir. C'est quand on a un enfant malade ou en situation de handicap, c'est une aide qui est allouée. Il y a un renouvellement exceptionnel. À l'époque, ça n'existait pas. Maintenant, ça existe. Ou sinon, il faut trouver une autre pathologie. Voilà. Non, mais vous vous rendez compte, mais on marche sur la tête. Voilà. Honnêtement, ce qu'on m'a dit, il faut trouver une autre pathologie. Je dis, je le ferai pas. Alors Stéphane nous confirme que le médiateur de la sécurité sociale, de la CPAM, est au-dessus du médecin. D'accord. Donc après, moi, je ne connais pas, parce que c'est vrai que je ne dépends pas de la sécurité sociale, mais... Ouais. Mais du coup, ça vaut peut-être le coup quand même. Et puis, n'hésitez pas... je vais voir. Je vais essayer de contacter. Il y a un vrai manque d'humanité, comme nous dit Béatrice, et je suis tellement d'accord. Il y a eu beaucoup de réactions pour vous sur la page Facebook de Sud Radio. Très gentil, mais je pense, Mounia, mais je pense rien, parce que c'est pas un conseil, mais faites-vous aider. Même si sur le principe, je suis tellement d'accord avec vous, mais faites avancer les choses au plus vite. Et si c'est un avocat, si c'est vos amis, collègues qui veulent vous aider... C'était juste le temps de... Non, c'est juste le temps d'encaisser, en fait. Vous savez, voilà, tout à fait. J'ai besoin d'encaisser et après je vais de l'avant. Bien sûr que je vais retourner travailler. De toute façon, j'ai toujours dit je laisserai pas mon travail. Donc si on m'apporte l'aide, mes collègues le font, je le ferai. Mais si je dois prendre l'avocat, je vais le faire. Si je dois remonter un dossier mais là, c'est vrai que j'ai besoin de temps. C'est l'accumulation, c'est le combat qu'on mène tout le temps. C'est vrai que, comme je dis, c'est pas nos enfants qui nous mettent un coup, parce qu'après on nous juge en disant vous avez un enfant autiste, ma pauvre, ça doit être dur. Non, c'est pas ça qui est dur. C'est pas ça. C'est tout le reste aux alentours, vous voyez. Donc là, non, je vais le faire. Bien sûr, vous m'avez apporté une aide. Toutes les personnes qui m'ont apporté une aide, franchement, je suis infiniment reconnaissante et qui comprennent ma situation. Et je vais le faire. Si je dois prendre un avocat, je le ferai. J'ai été devant des mairies, j'ai été devant le président. C'est pas ça qui va me... C'est vrai, c'est gentil. Mais et en tout cas, je ne sais pas si on a un député qui écoute ou quelqu'un qui pourrait avoir aussi du poids. Voilà, vous n'hésitez pas. Vous nous appelez au 0826 300 300. En tout cas, Sud Radio vous écoute, Mounia. Et Sud Radio a lancé votre cri d'alerte sur la France entière. Alors, une chose, je compte sur vous, donnez-nous des nouvelles. Oui, avec plaisir. Vraiment. Merci un petit coup de téléphone, un petit mot. Voilà, je participe @sudradio.fr. Voilà. Et je sais pas quoi faire d'autre que vous faire un énorme câlin et de vous apporter toute ma tendresse. Non, merci beaucoup. Déjà, le fait de m'avoir donné la parole, ça m'a vraiment touchée. C'est très gentil pour mon fils et pour moi. Et après, c'est vrai que j'ai pas l'habitude, donc peut-être que j'ai stressé un peu, mais en tout cas, j'espère que vous avez compris le message. Vous inquiétez pas. C'est très gentil, merci. Et vous savez, comme on dit souvent, tout seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus loin, et c'est beaucoup plus agréable. Je vous embrasse fort, Mounia. Je vous embrasse. Bisous à vous. Merci. Bon courage à vous, surtout. Moi, tout va bien. Et puis, un grand merci aussi à Sonia, qui a été avec nous, la vice-présidente de l'UNAPI, à l'Association des défenses des personnes avec handicap mental et psychique. Merci à tous ceux qui ont appelé, malheureusement. Voilà, je voulais vraiment donner la parole à Mounia. Merci d'avoir aidé, merci d'avoir été à l'écoute aussi de cette histoire qui, malheureusement, n'est pas isolée en France. Allez, à suivre, on va changer un tout petit peu de sujet et je vous propose d'aller passer un petit tour de vacances dans un endroit un peu particulier avec des bains nordiques. Allez, on va se détendre un peu, à tout de suite.
Laurence Perrault. Et puis nous allons bien sûr dans quelques instants prendre la direction du Gers pour nous arrêter sur notre table de l'été à la rencontre d'une association de 300 éleveurs pour défendre et valoriser leur production de veaux sous la mer, entre autres de bœuf, en passant aussi par le porc et l'agneau. On en reparlera dans quelques instants. Et puis juste après le journal de midi, je vous donne rendez-vous pour notre dossier de l'été. C'est un dossier qui concerne vous, qui concerne vous, si j'apprends à parler français, moi avant la fin de ma carrière, ça pourrait être sympa. Ceux qui échangent leur maison pour partir en vacances. Mais tout de suite, je vous propose de faire un joli détour de vacances et d'aller passer une semaine dans une cabane tout équipée tout en profitant d'un bain nordique. Sur les routes de l'été, détour de vacances. Et on continue notre jolie route de vacances. Aujourd'hui, je vous offre un peu de rêve. Je vous imagine dans une cabane tout confort. Je vous imagine en vacances en pleine nature. Je vous imagine même en train de barboter dans un bain nordique à 38 degrés l'hiver. Bon, vous allez me dire, Laurence, on est en été. Oui, mais je vous imagine. Donc, on se projette. Et en mode été, évidemment, c'est la piscine. Le tout sur la célèbre Via Rona. Ça existe. Et c'est Marine Sonneau qui a eu cette idée. Bonjour Marine. Bonjour Laurence. Oh, quelle jolie voix, comment allez-vous? Écoutez, plutôt bien. C'est le 15 août, il fait grand beau chez nous dans le Bugey Sud. On est bien. On est bien dans le Bugey Sud. Pour ceux qui ne connaissent pas le Bugey Sud, resituez-le. Alors, c'est dans le département de l'Ain et on est vraiment à la frontière entre la Savoie, l'Isère et donc le sud de l'Ain, au bord du Rhône. Comment vous êtes tombée amoureuse de ce coin? Vous êtes arrivée quoi? Eh bien, je suis native d'un village qui s'appelle Yenne et qui est côté Savoie. Et donc déjà, c'est ma région de cœur. Et j'ai eu l'opportunité de créer mon métier, le métier de mes rêves, ma passion dans ce secteur. Voilà. Vous étiez guide à vélo avant, hein, c'est ça? Exactement, oui. J'étais guide à vélo pendant 6 ans pour une agence de voyage à vélo américaine. Donc, j'ai sillonné la France et les pays européens avant de fonder une famille et de devoir un petit peu me sédentariser. Et du coup, voilà, c'est là qu'est né le projet des lodges de la Via Rona, donc des hébergements tout confort, insolites au bord de la Via Rona et du Rhône. Et juste une parenthèse sur cette parenthèse de 6 ans de guide à vélo. Je ne savais même pas que ça existait. Je connaissais les guides, en général, mais les guides à vélo, c'est excellent. Oui. Alors en fait, on est multicasquette, c'est accompagnateur à vélo, donc on est bien sûr sur le vélo avec les clients, mais on fait aussi guide historique, on fait les pique-niques, on valorise les produits du terroir. Enfin voilà, c'est un métier couteau suisse. Alors du coup, vous vous êtes arrêté sur la Via Rona. Parlez-moi de cette Via Rona. Alors la Via Rona, c'est une voie verte qui relie le lac Léman, Saint-Gingolph exactement, à la frontière franco-suisse, jusqu'à la mer Méditerranée à Port-Saint-Louis, en Camargue. Et donc la véloroute, elle suit le Rhône presque tout le temps et elle fait 815 km au total. Il faut avoir des bons mollets, hein. Voilà, il faut avoir les bons mollets. Alors après, on peut parcourir quelques tronçons, on n'est pas obligé de faire la totalité. Mais ce qui est génial, c'est que c'est relativement plat. Et puis surtout, c'est sécurisé presque sur toute la distance de l'itinéraire. Donc c'est vraiment agréable quand on est en famille ou quand on veut juste profiter des paysages sans avoir à se soucier des véhicules. Voilà. Alors évidemment, là où vous êtes, hein, vous avez créé des lodges. Il y a des tentes aussi, des tentes lodges, des cabanes. Ça ressemble à quoi? Racontez-moi. Alors on est sur un petit port au bord du Rhône. On a les montagnes du Jura derrière nous et les bateaux en face et la Via Rona donc qui passe. Ça fait un décor très sympa, un petit coin de paradis. J'ai 5 cabanes spa, donc c'est des hébergements en bois, tout équipé avec le bain nordique, en mode chauffé l'hiver et en mode piscine l'été, surtout en ce moment avec la canicule. Donc ça, c'est ouvert vraiment toute l'année. On accueille une clientèle soit familiale pendant les vacances scolaires, soit des couples de citadins qui recherchent à se mettre au vert sur un week-end. On a 1 heure de Lyon, 1 heure de Genève, 1h15 de Grenoble pour vous situer. Et puis les 5 tentes lodge, elles sont vraiment pour les cyclistes en itinérance sur la Via Rona qui font des nuits étapes. Voilà, donc qui s'arrêtent, qui plutôt que de transporter leur tente, ont leur sacoche et voyagent léger et profitent de cet hébergement à prix tout doux. J'aime beaucoup le nom Via Rona, moi ça me ramène à l'époque antique romaine, mais pas seulement, puisqu'on a quand même un confort très contemporain dans vos cabanes et dans vos lodges.
Oui, bien sûr. L'idée, c'est d'avoir zéro charge mentale. On arrive, on est comme à l'hôtel, mais avec la convivialité de la chambre d'hôte, la simplicité du camping avec un peu un esprit retour à la nature. Et puis voilà, on met les vélos à disposition pour que les clients pareil, n'aient pas souci de prendre leur propre vélo. C'est gonflé, on peut y aller. En fait, on peut pédaler. Vous vous occupez de tout notre confort au lodge de la Via Rona. Oui, c'est notre objectif à Isabelle et à moi, donc Isabelle qui est ma collègue, de faire en sorte que les gens passent au-delà d'une nuitée un super séjour et vivent une vraie expérience complète au lodge de la Via Rona. Les lodges de la viarona.com, c'est tout simplement évidemment pour vous permettre, vous qui nous écoutez sur Sud Radio dans nos routes de l'été, de découvrir un peu plus en détail et en images cet endroit atypique. Et d'ailleurs, juste pour en profiter, puisque la rentrée va sonner d'ici à peu près 2 grosses semaines, vous organisez aussi et vous faites aussi de l'événement professionnel et d'entreprise. Vous pouvez accueillir pour un événement, même un mariage ou autre. Oui, exactement. Alors, on a un tout nouveau lieu qu'on a inauguré l'année dernière qui s'appelle Buvette et Bicyclette. Donc, il y a un food truck qui est ouvert beau jour. Et à côté de ça, une salle qui s'appelle le Conteneur Events parce qu'on a créé ça dans des conteneurs maritimes réaménagés. Et donc, cette salle de réception peut accueillir effectivement des séminaires. Donc, on est plutôt sur des petits séminaires, une 30aine de personnes maximum. Ou alors, des petits événements familiaux. Parce que dans un cadre vraiment naturel, splendide. C'est absolument sublime. En tout cas, on voulait vous mettre en avant et on va remercier Colin de vous avoir découvert, déniché. Colin, c'est notre jeune assistant, c'est un de mes petits doigts. Vous savez, de l'émission, j'en ai 2 des petits doigts, un à droite, un à gauche. Il y a Colin et Hugo. D'accord. Merci beaucoup, Marine Sonneau. Merci à vous, Laurence, et puis à Colin aussi pour nous avoir déniché. Oui, juste une dernière précision, j'ai oublié de parler du prix. Et moi, je suis une femme d'argent, j'ai pas peur d'en parler. Une nuit chez vous, par exemple? Alors, si on vient en tente lodge, la nuitée est à partir de 40 € pour 2 personnes. Okay. Et si on vient en cabane spa, on est à partir de 124 € pour 2 personnes. Voilà, il y a le spa ou le bain nordique l'hiver ou ou quand c'est ou plutôt... la piscine l'été. Voilà, ou la piscine l'été. Merci beaucoup. On vous rappelle donc, n'hésitez pas à aller découvrir les lodges de la Via Rona, R-H-O-N-A, c'est sur le Rhône, E-N-E, oui, Rona, c'est ça. Et ça sera un beau détour de vacances. Côté Petit Creux, je sais pas où vous en êtes, à midi moins le quart, mais on va passer sur la table de l'été dans quelques instants et on va découvrir une association des éleveurs du Gers. Et notre table de l'été nous emmène dans le Gers. Bienvenue sur cette table. On va partir à la rencontre de ceux qui font vivre le terroir gersois, entre autres l'association des éleveurs du Gers. Ce sont près de 280-300 éleveurs regroupés autour d'une exigence commune, valoriser les viandes de qualité qui sont traçables, qui sont élevées dans le respect de l'environnement et de l'animal et des traditions agricoles. Et on va en parler avec notre invitée Sonia Trébosque. Bonjour Sonia. Bonjour, merci de me recevoir sur Sud Radio. C'est avec bonheur. Alors on va aussi remercier Monsieur Bolzan de la mairie de Toulouse parce que il y a une particularité auprès de cette mairie, c'est que les cantines de la ville de Toulouse sont uniquement, en tout cas sourcées pour travailler avec des éleveurs beaucoup locaux et ça c'est vraiment important et vous en faites partie. Tout simplement, Sonia, moi j'ai envie de savoir comment cette association et pourquoi elle a été créée. D'accord. Donc, écoutez, moi je suis donc Sonia Trébosque et je représente l'association des éleveurs du Gers, comme vous l'avez dit, qui réunit 300 éleveurs engagés autour de la qualité et du respect de l'animal. Donc, nous travaillons ensemble pour offrir des viandes issues de notre terroir avec une vraie traçabilité. Cette association, elle a 35 ans et c'est avant tout une histoire humaine et rurale. Elle est née de la volonté d'éleveurs passionnés de se regrouper pour défendre leur métier, valoriser leur production et préserver un mode d'élevage traditionnel. Et c'est aussi et surtout l'envie de rester maître de notre travail du début à la fin. Ouais. Il faut savoir que derrière chaque morceau de viande, il y a un éleveur, une famille et un savoir-faire qui est transmis de génération en génération. Et l'association s'appelle ADEL, A-D-E-L 32, Association des éleveurs du Gers, 32 donc pour le département. On parle de 280 éleveurs, c'est ça? Vous avez regroupé
Oui, c'est ça. On regroupe 280 éleveurs sur le territoire gersois, essentiellement des éleveurs bovins. Donc, nous avons en place des filières bovines, mais nous avons aussi depuis maintenant une année une filière porcine avec le porc la Belle Rouge du Gers et une filière ovine avec l'agneau du Gers. Quel est le cahier des charges que doivent respecter les éleveurs pour pouvoir entrer dans cette association qui prône le respect de l'animal, la qualité d'élevage ? Alors moi, je vais vous parler d'un cahier des charges en particulier, parce que je peux pas tous les apporter, mais notamment le cahier des charges du veau du Gers, donc loup bétête, qui a été reconnu label rouge il y a maintenant plus de 10 ans. Donc c'est un signe officiel de qualité qui garantit une viande plus savoureuse, plus tendre et issue d'un mode de production respectueux. Et derrière ce label, nous avons un cahier des charges exigeant que nous suivons à la lettre. Les veaux sont élevés sous la mer, c'est-à-dire qu'ils têtent au pied naturellement, et ensuite ils sont nourris avec des aliments produits à la ferme. Chez nous, si vous voulez, il n'y a pas de production de masse. Chaque animal est suivi et cela se retrouve dans la tendreté et le goût de la viande. Et il y a d'autres noms, on va les appeler comme ça, plusieurs marques que vous avez créées, que vous défendez. La vache de mon voisin. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc la vache de mon voisin, c'est une vache de race blonde d'Aquitaine, qui est la race phare du département du Gers. Et pareil, donc c'est un animal qui est élevé sur des exploitations à taille humaine. Une exploitation gersoise dans le Gers, c'est environ 40 bêtes pour un éleveur. Et voilà, ce sont des animaux qui sont graissés sur la ferme avec notamment des aliments qui sont fabriqués sur l'exploitation. Et alors évidemment, puisqu'on est dans le Gers, le bœuf d'Artagnan. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est la première marque qui avait été créée tout au début de l'association. Donc le bœuf d'Artagnan qui existe toujours aujourd'hui. Donc c'est pareil, qui réunit l'ensemble des races à viande du Gers et qui permet de mettre en avant la production de nos éleveurs sur nos points de vente. Quel est le goût d'une viande comme celle-ci ? Alors, si vous voulez, la différence de cette viande, de cette viande traditionnelle, c'est que c'est des viandes plus goûteuses, puisque les bêtes sont engraissées sur du long terme, donc ce sont des viandes qui sont persillées et tendres, bien sûr. C'est important de le préciser. Les viandes, elles arrivent dans les assiettes directement du producteur au consommateur. Vous avez aussi gérer cette partie-là. Oui, c'est ça. Si vous voulez, jusqu'en 2022, comme beaucoup d'éleveurs, nous dépendions d'ateliers extérieurs pour transformer notre viande, mais voilà, on voulait reprendre le contrôle de toute la chaîne, et c'est pour ça qu'on a investi dans un atelier de découpe qui est aux normes CE, ce qui veut dire qu'il respecte les normes, si vous voulez, sanitaires européennes les plus strictes. Et aujourd'hui, donc, on peut trouver nos viandes de bœuf, porc, veau, agneau dans les boucheries artisanales, certaines grandes et moyennes surfaces qui jouent le rôle du local, des restaurants et aussi des collectivités, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, notamment avec Monsieur Bolzan de Toulouse, avec Monsieur Bolzan et la cantine de Toulouse. Voilà, c'est cool ça. Nous livrons aussi des maisons. Ça c'est top, c'est que tout à fait, nos enfants mangent des produits de qualité également, dont on connaît la traçabilité, l'origine, l'élevage. C'est quand même, voilà, il faut vraiment revenir à ça à 100% si on le peut. Oui, tout à fait. Non, c'est très important pour nous de servir notamment à la cuisine centrale de Toulouse. Et voilà, ça permet, si vous voulez, valoriser ce choix du local. Ça permet aux enfants, aux aînés, à tous les consommateurs de manger de la viande gersoise tout en soutenant l'économie locale. Ouais, et le lien humain entre éleveurs et consommateurs et vous-même, j'imagine, est aussi d'importance. Oui, bien sûr. Le fait, de travailler à taille humaine et puis d'avoir aussi des éleveurs très présents. Les éleveurs sont présents et réalisent aussi, des animations sur nos points de vente pour justement mettre en valeur ce lien humain. Oui. Point de vente, donc vous faites des marchés aussi, vous faites. Non, alors si vous voulez, on fait pas particulièrement des marchés, on fait des boucheries, des grandes et moyennes surfaces, de la collectivité, et voilà, c'est cette fierté de produire localement, qu'on partage aussi à la boucherie Akitcho, la boucherie des éleveurs du Gers, où nos animaux sont vendus en direct avec nos noms d'éleveurs sur les étiquettes. Voilà, pour nous c'est vraiment une manière concrète, si vous voulez, de redonner de la visibilité au métier d'éleveur. Boucherie, comment elle s'appelle votre boucherie ? Akitcho. Akitcho, donc c'est du gascon et voilà, ça veut dire c'est ici qu'il faut venir, c'est ici qu'on vous attend. Et pour demain, l'avenir de Adèle 32, donc l'association des éleveurs du Gers ?
Mais écoutez, c'est de continuer à faire ce qu'on a toujours fait. Hein. C'est donc de défendre nos éleveurs et voilà de faire connaître leur travail au quotidien et d'essayer de valoriser au mieux leur production. Et ben voilà, si vous passez dans le Gers, ne serait-ce que pour vos vacances, au-delà de découvrir un département absolument sublime, d'aller aussi visiter les fermes de canards, d'oies et d'aller déguster avec modération l'Armagnac, n'hésitez pas, privilégiez d'acheter cette viande, les viandes de l'association Adèle 32, dont vous nous avez expliqué tout, Sonia Trébosque. Merci beaucoup. Merci à vous et merci à tous ceux qui nous font confiance. Et puis merci aussi à nos éleveurs, Sonia Trébosque, directrice de l'Adèle 32. J'ai peut-être dit une bêtise, c'est pas directrice, si ? Oui, alors peu importe le terme, je veux dire, voilà, je suis responsable de la structure. Ça marche aussi. On vous souhaite une belle journée, un joli week-end du 15 août, également à tous les éleveurs qui nous écoutent du Gers et d'ailleurs. Dans quelques instants, on a le retour de l'info, bien sûr. Et puis, je vous proposerai de venir échanger avec moi sur le dossier de l'été. Est-ce que vous êtes OK pour changer vos maisons? Échange de maisons pour passer des vacances à moindre frais, mais pas seulement. On en parle juste au début de notre deuxième heure. Sud Radio. Laurence Perrault. Ravi de vous retrouver pour cette heure nouvelle où nous allons penser à nous. Oui, nous allons nous donner quelques bonnes idées pour passer de belles vacances. Alors là, on est en plein été, bien sûr, mais ce sont également des idées que vous pourrez noter pour les vacances prochaines, pour organiser celle de la Toussaint, celle de Noël, celle de Pâques prochain, celle de l'été 2026. Bref, dans nos routes de l'été, d'ailleurs, je vais apprendre à parler français avant la fin de l'heure. Eh bien, je vais vous me donner aussi un rendez-vous, même pour un week-end. Si vous rêviez d'aller dans une serre à papillons, où ils vont tous virevolter au-dessus de vous, où leur beauté va vous arrêter, où votre œil va être caressé par une aile de papillon qui viendra vous frôler la joue, eh bien, je vais vous parler de ces super Naturospace. C'est une immersion tropicale qui est au cœur de la Normandie. Je vous en parlerai en détail. En plus, parce que j'ai eu la chance d'aller les visiter et de les découvrir. Et c'est pour ça que les bonnes choses se partagent. Tiens, partager, tel est là le bon mot de notre premier sujet des dossiers de l'été. Ça vous est déjà arrivé de prêter votre maison en empruntant celle d'un autre? On en parle et ça commence maintenant. Sud Radio, le dossier de l'été. Et si cette année vos vacances ne vous coûtaient presque rien? Enfin, un hébergement, en tout cas, vous n'aurez rien à payer. L'échange de maison promet des semaines de voyage en toute authenticité, sans payer un hôtel, et rencontre de plus en plus de succès. Parce que c'est vrai que éviter les hôtels hors de prix, vivre comme un local, faire des économies, bien sûr, cet échange de maison séduit de plus en plus de vacanciers. Mais derrière cette tendance, la formule a-t-elle vraiment du bon, Théo Ampaillac? Dormir dans le lit de quelqu'un d'autre pendant qu'il dort dans le vôtre, c'est le principe simple et économique de l'échange de maison. En France, près de 180 000 personnes y ont recours chaque année, notamment via des plateformes comme Home Exchange, Intervac ou HomeLink. Le principal atout, c'est évidemment le prix. Vous n'avez plus de frais d'hébergement et souvent sur place, vous avez tout ce que vous voulez à disposition, une cuisine, une télé, des jouets pour les enfants, un jardin, etc., etc. On voyage vraiment comme à la maison. Mais attention, ce modèle repose sur la confiance. Certains craignent pour leurs objets personnels, d'autres doutent les mauvaises surprises à leur arrivée. Alors, bonne ou mauvaise idée, à vous de voir, mais pour beaucoup, l'échange de maison, c'est l'idée d'un tourisme plus humain et surtout moins cher. Merci beaucoup Théo Ampaillac, le journaliste de Sud Radio également. Pour en parler de ce phénomène des échanges de maisons pendant les vacances, bonne ou mauvaise idée, nous allons recevoir 3 invités, mais vous surtout, est-ce que vous avez déjà échangé votre maison? Est-ce que ça a été une très bonne expérience ou peut-être un petit peu moins bien? Venez nous raconter comment et pourquoi vous êtes venu à échanger votre maison. Est-ce que vous avez vécu au 0826 300 300? Zach vous accueille également au standard. Nous sommes avec Charles-Édouard Girard, qui est cofondateur de Home Exchange. Bonjour Charles-Édouard. Bonjour. Nous avons également Jonathan Belaïch, qui est avocat fondateur du cabinet Goldwyn, et on va lui poser plein de questions aussi un peu juridiques sur ces questions-là. Bonjour. Bonjour. Bonjour maître. Et nous avons, et je vais lui donner la parole tout de suite, Sandra qui est au 0826 300 300, qui échange sa maison pendant ses vacances. Elle va nous permettre d'ouvrir le sujet. Bonjour Sandra. Bonjour. Alors vous échangez votre maison depuis combien de temps? Nous, ça fait 4 ans qu'on échange notre maison avec la plateforme Home Exchange. Nous avons 3 adolescents, donc
C'est vraiment une formule qu'on adore. Vraiment. Et pourquoi? Qu'est-ce qui vous a séduit la première année où vous vous êtes dit avec votre mari, tiens, on va échanger notre maison? En fait, ça faisait 10 ans que j'avais vraiment envie de tester cette formule de vacances et mon mari n'était pas vraiment prêt. Et en fait, on a eu le projet de partir à l'étranger, à retrouver une de nos filles, mais au niveau financier, en fait, c'était assez cher et on s'est dit, allez, on franchit le pas, on va faire un échange de maison. Et du coup, c'est le premier argument était forcément économiquement intéressant en fait. C'était où l'étranger, la première destination? À New York. Wow, carrément. On restez avec nous parce que vous avez partagé avec nous votre expérience. Depuis 4 ans, tout se passe bien à chaque fois. À chaque fois, on est rendu à 13 échanges et on n'a jamais eu de problème au niveau des échanges. Non, jamais. Autant à l'étranger, comme vous nous l'avez dit avec New York, qu'en France. Aucun en France ou étranger, non, il n'y a pas du tout problématique. En fait, on est tous dans la même philosophie, c'est-à-dire que on va chez les personnes et les personnes viennent chez vous. Donc, non, c'est vraiment une histoire de confiance et on n'a jamais eu de problématique. Jamais. Charles-Édouard Gérard, vous qui êtes cofondateur de Home Exchange, le témoignage de Sandra va dans votre sens. C'est une vraie jolie pratique. C'est sûr. Merci à Sandra de sa fidélité. Oui, c'est une pratique qui existe depuis la nuit des temps. Hein. On accueille des gens chez soi depuis très longtemps et on leur fait confiance. Et la commercialisation, la location n'est finalement que très récente. Et oui, c'est une pratique qui fonctionne très très bien et dans lequel la base de l'histoire reste quand même comme l'a dit Sandra, de la confiance et de faire venir des gens chez soi. Et juste pour rappeler, ça se fait de deux façons. Soit c'est réciproque, c'est-à-dire vous allez chez les gens quand ils viennent chez vous. Soit, on a créé un système de points chez Home Exchange qui est je vais vous donner des points pour aller chez vous et vous allez utiliser ces points pour aller chez quelqu'un d'autre. Et ce qu'on a créé en 2011 et ce qui a permis de vraiment changer le système et de le multiplier et ce qui fait qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de personnes qui l'utilisent. Home Exchange est né quand? Alors, Home Exchange est né en 96, c'était une boîte américaine, et nous, on est une boîte française, et on l'a racheté en 2017. Oh, voilà, bravo, donc, Cocorico. Et vous vous souvenez de ce qui avait créé la boîte au départ, l'idée qui sous... Enfin, je vais pas y arriver, pardon. De quelle idée c'est parti ou de quelle tendance sociétale c'est parti? Oui, tout à fait. En fait, historiquement, l'échange de maisons a été lancé un petit peu, on va dire, par des profs, vous savez, pendant les universités au Canada et américaines. Quand ils venaient pendant des sessions d'été, ils échangeaient leurs maisons. Voilà, il y a des très bons livres qui le racontent. Un livre de David Lodge qui s'appelle Changement de décor qui le dit. Et le but, c'était d'éviter de payer parce que c'était des profs. Et voilà. Et c'est venu de ça et ça date plutôt des années après, on va dire 60, 70 aux États-Unis. Voilà. Et après, ça s'est développé progressivement. Et Home Exchange a été la première compagnie donc américaine qui a créé le site internet Home Exchange. Avant, c'était des catalogues papier. Voilà. Et c'était un peu plus compliqué par papier, puisque c'était un peu comme les petites annonces quand on les prenait par papier. Et ça a vraiment facilité. Et c'est le film The Holiday qui a un petit peu rendu ça très célèbre. Voilà, qui a rendu ça très célèbre parce que c'était des stars qui le faisaient entre eux et qui vivaient des expériences que vivent un peu tous nos membres qui sont assez formidables. Alors c'est vrai qu'on va pouvoir développer tout cela d'ici la fin de notre rendez-vous, mais on va tout de suite aussi mettre les pieds dans le plat. Je vais m'appeler comme ça maintenant, moi, pieds dans le plat. Il y a pas mal de réactions d'ailleurs sur la page Facebook. On a Martine qui dit perso je ne le ferai pas. Il y a Brigitte qui dit il y en a qui se sont fait squatter leur maison comme ça. Je vais tout de suite donner la parole à Jonathan Belaïch qui est avocat, qui est avec nous également, avocat fondateur du cabinet Goldwyn. Évidemment, quand on parle d'échange de maison, maître, oui, on a des craintes, on a des peurs. Comment ça fonctionne en termes juridiques ? Bon, déjà, la première chose qu'il faut savoir, c'est que normalement, dans un contrat de bail, il faut qu'il y ait une occupation personnelle et on doit assurer une jouissance paisible. Et du coup, je pense que la première des choses que les gens ne savent pas, c'est que si jamais déjà le bailleur était amené à être informé de ça, ça pourrait être une cause de résiliation du bail. Sauf que informé de quoi, pardon ? Informé de quoi ? Informé que l'appartement que l'on a est occupé par une personne étrangère et qu'on s'en sert en cas d'un échange. Après, d'un point de vue pratico-pratique, le bailleur n'est jamais informé qu'on va échanger son appartement. C'est pour ça qu'il n'y a pas il n'y a pas vraiment de cas ou de précédents jurisprudentiels. Mais là, vous parlez de location. Excusez-moi, maître. Vous parlez de locataire. C'est si on est locataire de son logement.
Alors, qu'on soit d'accord. Oui. Si vous êtes propriétaire de votre appartement, vous pouvez l'échanger sans aucune difficulté. Voilà. Maintenant, tout le monde n'est pas propriétaire de son appartement et il y a des gens qui vont échanger leur appartement alors qu'ils sont locataires. Donc, du coup, il doit y avoir un distinguo entre d'un côté ceux qui sont propriétaires et qui n'ont aucune limite pour pouvoir l'échanger et ceux qui ne sont que des simples locataires et qui ne peuvent en théorie pas le faire sans l'accord de leur bailleur. Sauf des cas qui sont bien précis. On a un cas qui est prévu dans la loi de 89. Ah, on a perdu Maître Belaïch, ça a coupé, donc on va le rappeler. Oui, voilà, comme ça en direct, on entend bien que ça a coupé. On vous rappelle Maître Belaïch, et puis vous allez pouvoir nous expliquer tout cela effectivement, parce que c'est... Ah, vous êtes revenu, Maître Belaïch? Oui, je suis revenu. Désolé. Je vous disais que il y a comme évoqué précédemment le cas des propriétaires, les cas des locataires. Et concernant les locataires, en théorie, ce n'est pas possible sans l'accord de son bailleur. D'accord, ok, ça c'est important de le préciser maintenant. Et on va continuer sur ce qui gratte un peu et ce qui gêne un peu. Et je vous propose qu'on continue ensemble juste après la pause. C'est voilà, que se passe-t-il si ça se passe mal? Bon, tout simplement. Et puis après, on redonnera la parole bien sûr à Sandra, qui elle, a priori, elle est très heureuse après 13 échanges, donc il n'y a eu aucun souci. Et bien sûr, Charles-Édouard Girard, cofondateur de Home Exchange, qui nous parlera de ces fameux points, ou comment je peux m'inscrire, qu'est-ce qu'il faut vraiment que je mette sur le papier. Enfin, voilà, comment c'est aussi en termes d'assurance pris en compte. Peut-être d'ailleurs par Home Exchange eux-mêmes. Enfin voilà, on va tout décrypter. Vous n'hésitez pas, vous nous appelez 0826 300 300 si vous-même vous avez déjà échangé votre maison, ou si vous vous tâtez, vous vous posez des questions, venez poser les questions directement aussi à nos invités. À tout de suite sur Sud Radio. De l'été. Et nous parlons avec vous de ces échanges de maisons pendant les vacances. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Avec nos invités, Charles-Édouard Girard qui est cofondateur de Home Exchange, Sandra qui est avec nous pour témoigner. On a Hervé aussi qui nous attend au 0826 300 300 au standard de Sud Radio pour en parler également. Et puis nous sommes aussi avec Maître Belaïch, avocat fondateur du cabinet Goldwyn, pour vraiment faire un plan total du plus ou du moins de louer ces maisons ou de les échanger. Charles-Édouard, vous qui êtes cofondateur de Home Exchange, avant d'accueillir Hervé au standard de Sud Radio, on a vu avec Maître Belaïch effectivement qu'il y avait quand même des choses, il fallait faire attention. Il y a des choses qu'on a le droit de faire ou pas faire si on est propriétaire ou locataire, comme demander l'autorisation à son propriétaire. Est-ce que vous proposez une assurance auprès de Home Exchange s'il se passe quoi que ce soit? Et d'ailleurs, est-ce que dans l'histoire de Home Exchange depuis 1996 et particulièrement depuis 2017 où vous avez racheté la société, il y a eu des cas un peu difficiles? Alors, toute transparence. En toute transparence, je vais vous dire toute la vérité. Alors, il y a des stats. Non, en fait, ça se passe donc 0,03 cas. Il peut y avoir des petits incidents, voilà. Et pour répondre d'abord à votre première question, qui était est-ce qu'il y a une assurance? Alors, on n'appelle pas ça comme ça parce que comme on fait des échanges dans plus de 140 pays, il faudrait être et l'assurance est réglementée dans chacun de ces pays. On appelle ça des garanties, donc qui sont liées qu'à nous, voilà, donc on est un peu notre propre assureur, mais on n'utilise pas ce mot-là. Mais oui, bien sûr, en cas de problème, il y a juste une franchise de 500 € et ensuite tout ce qui se passe au-dessus, avec des justificatifs, nous on s'occupe de les rembourser. Voilà. Et tout simplement parce que si on voulait développer l'échange de maisons, souvent c'est alors pour vous répondre, il y a eu des cas embêtants. Voilà, c'est jamais très grave. On n'a jamais eu, par exemple, on a une certaine somme d'argent qui est réservée au cas de gros problèmes du style un incendie qui n'a jamais eu lieu. Voilà, mais il y a cette éventualité de ce risque-là un jour mais voilà, mais c'est jamais intentionnel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on vérifie tous les profils, c'est-à-dire que chaque personne doit envoyer un justificatif d'identité et de domicile pour le faire. Et ensuite, on a un algorithme d'intelligence artificielle qui va vérifier les photos, qui va vérifier les profils, qui va vérifier les personnes qu'il y a dedans, juste pour être sûr que c'est pas des profils inventés. Mais on est peu concerné par ce genre de choses, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'argent à se faire. Vous voyez, dans la location, il y a beaucoup plus de problèmes parce que si vous faites une fausse location, vous allez gagner 2000, 3000, 500, 1000 € de la semaine à faire croire que vous existez. Nous, en fait, comme il n'y a aucun échange d'argent
entre les personnes. Le seule possibilité, c'est d'essayer de faire croire qu'il faut leur payer quelque chose. Et en fait, comme il n'y a rien à payer, on dit bien à tout le monde de jamais payer quoi que ce soit à une autre personne dans la plateforme. C'est pas la seule personne que vous payez, c'est nous pour avoir accès à l'ensemble des annonces. Mais sinon, voilà. Et pour vous dire, c'est vraiment très rare, tout simplement parce que comme vous êtes invité chez les gens, le rapport que vous avez au lieu est très différent que dans de la location. Voilà, le fait de payer, vous avez l'impression que tout vous est dû. Voilà, et le fait d'être invité change beaucoup de choses dans le respect que vous avez sur le lieu. On a Hervé qui est avec nous au 0826 300 300. Bonjour Hervé. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors on a un peu répondu à vos craintes en fait, parce que vous appeliez pour ça en disant oh là là, je suis quelqu'un d'assez méfiant. Voilà, je savais pas que c'était bordé juridiquement aussi bien, donc il y a pas trop de problème. Moi, mon seul problème, ce serait moi-même, parce que si vous voulez, faut donner une maison quand même qui est bien rangée, quoi. Voilà, c'est ça le problème. Ah, joli. Mais vous avez raison. C'est plutôt de moi que maintenant il peut y avoir aussi des usurpations d'identité, mais bon, je sais pas comment on peut faire dans ces cas-là, puisque il y a des cas de squatteurs, si vous voulez, qui passent, qui en profitent, si vous voulez, pour prendre des locations. Alors bon, peut-être que c'est un autre problème, mais pour l'échange comme ça, oui, je pense que c'est assez sûr en définitive, mais le problème c'est qu'il faut donner une maison qui soit bien, voilà. Donc qui soit propre, qui soit rangé, que tout soit propre, tout rangé. Non, mais c'est ça le problème, voilà. Ah ben, on va reprendre Sandra avec nous qui a témoigné du fait qu'elle le fait depuis quelques années maintenant. Sandra, vous cleanez la maison de fond en comble avant de la laisser à ceux qui vont venir échanger avec vous? Alors en fait, vous vous préparez effectivement à l'échange. Donc nos trois filles, que je remercie au passage, qu'elles ont accepté aussi le deal, parce que on rentre dans leur chambre aussi. En fait, on demande donc à nos trois filles d'enlever des choses précieuses qu'elles n'ont pas forcément envie qu'on touche. Et on a une pièce qui nous est réservée, qu'on ferme à clé, où les gens n'ont pas accès. Donc là, les choses précieuses qu'on n'a pas envie, on les met. Mais le reste, effectivement, vous rangez un minimum. Les placards, mais en fait on prépare surtout un petit livret où tous le lave-vaisselle, la machine à laver, tout est décrit, vous voyez, en français et en anglais, et on prépare aussi un guide pour les activités locales. Donc en fait, oui, la maison elle est cleanée, mais ce qui est chouette aussi, c'est quand nous aussi on arrive dans la maison en face qui est propre, vous voyez. Donc oui, c'est la chose à faire quand même quand vous recevez quelqu'un, quoi. Et Charles-Édouard, est-ce qu'il y a eu des cas, on gratte tout ce qui fait mal, hein, je fais poil à gratter là. Est-ce qu'il y a eu des cas où dans certains échanges de maisons, vous avez eu des retours d'une maison qui était pas cleanée, qui était sale, qui était voire même pas du tout agréable à vivre? Ah, décidément, vous voulez me faire parler que des cas négatifs. Non, mais on parlera du positif après, mais comme ça fait partie des questions qu'on se pose tous, vous savez combien de gens qui sont abonnés chez vous aujourd'hui, en France, qui font le home exchange? En France, c'est plus de 100 000. Voilà. Et dans le monde, plus de 240 000. Ouais. Voilà. Donc, en fait, si on veut attendre le million, c'est grâce à moi, parce qu'on va avoir effacé toutes les mauvaises questions avant. non, mais vous avez raison. Ce sont des très bonnes questions. Et en fait, par exemple, sur oui, il y a évidemment des cas où les gens sont pas contents quand ils rentrent, c'est arrivé. Souvent, c'est anecdotique, mais comme c'est chez vous, je vais vous raconter, pas loin de hier, je regarde, parce que j'aime bien regarder quand même les cas des clients, et il y avait quelqu'un qui avait laissé une poubelle, par exemple, qui avait oublié en partant, et donc les gens sont rentrés 3-4 jours après. Il fait un peu chaud en ce moment et ça sentait pas bon. Voilà, vous arrivez comme ça, pour vous, c'est votre maison. Et voilà, évidemment que ça arrive des petits désagréments comme ça. Franchement, et je dis pas ça pour ça. Il y a les cas où il s'est passé quelque chose de grave. Je peux pas les compter. Je les ai sur les doigts d'une main, quoi. Non. Par contre, ce qui est très important, et Sandra l'a un peu signalé, c'est que votre auditeur, je me souviens un peu de son prénom, mais voilà, l'avait un petit Dominique, Hervé. Hervé, en fait, ce qui est très important, c'est de discuter avec les personnes, parce que si vous êtes très très maniaque, vous allez pouvoir faire de l'échange de maison. Il y a des gens très maniaques, mais il vaut mieux échanger avec quelqu'un qui est très maniaque. Si vous êtes inquiet pour le rangement, il vaut mieux échanger avec quelqu'un parce que vous pensez que vous rangez pas très bien. Il vaut mieux échanger avec quelqu'un qui a les mêmes rapports que vous. Et c'est ce qu'on dit, c'est que c'est pas de la location au sens vous allez avec une carte bleue réserver un lieu juste sur des photos. Il y a un petit contact et c'est ce qui fait la différence dans l'échange de maison, que ça soit dans votre langue ou avec les mains quand on discute avec les gens. Il faut ne pas hésiter à poser les questions qui vous embêtent, qui vous angoissent. Et je vous assure que quand on a fait ce petite chose-là, ça se passe à 100% des cas bien. Voilà. Et les autres cas, du style des petits cas ou de casse, par exemple, quelqu'un s'assoit, joue au ballon dans le jardin et casse une vitre. Ça fait partie de la vie de n'importe quelle personne.
personne. Et ça, on est là pour assurer ce genre de petits dommages. Très bien. Alors, on va parler dans quelques instants, promis, que du côté positif des choses. Je vais, avant de libérer Maître Belaïch, avocat fondateur du cabinet Goldwyn, juste lui poser une question. Si après échange de ma maison, j'ai quelque chose qui va pas bien du tout, comment je peux me défendre ? Écoutez, toute la problématique, elle va être essentiellement probatoire. Donc dans le meilleur des scénarios, il faudra avoir un état des lieux et d'entrée avec un constat d'huissier qui permettrait de démontrer que vous avez mis à disposition votre logement dans un bon état. Mais en réalité, la plupart des gens ne le font pas. Donc si jamais ça se passe mal, vous allez avoir le premier problème, ça va être de prouver que c'est de la faute de la personne qui a récupéré votre logement. Si jamais vous réussissez à obtenir cette preuve, que c'est lui qui vous a dégradé, saccagé, abîmé votre logement, là, vous seriez en mesure de pouvoir l'attaquer parce qu'on a des principes de responsabilité qui permettent d'attaquer la personne. Et si la personne a une responsabilité civile, il sera même possible de faire jouer sa garantie responsabilité civile. Mais encore une fois, toute la problématique, c'est de prouver que la personne est à l'origine du désordre. Si jamais vous n'apportez pas cette preuve, il va être quasiment impossible de lui faire supporter des frais de détérioration, de dégradation. Après, pour clôturer le propos et pour confirmer ce qu'a dit le fondateur de la société qui est avec nous aujourd'hui, Charles-Édouard Girard, il n'y a pas aujourd'hui de contentieux comme en matière de location saisonnière. Il n'y a pas de précédent jurisprudentiel. On n'a pas affaire à un marché que j'estime, en tout cas moi à mon niveau, à risque. Et on a quand même des statistiques au niveau judiciaire de ce qui peut se passer. Il n'y a pas de contentieux judiciaire sur ce type. Donc ça veut dire ça veut dire que ça se passe plutôt bien depuis 96 où ça a été créé d'abord aux États-Unis et puis racheté en France. Ça se passe même plutôt carrément très bien. Oui, parce qu'encore une fois, comme on vous l'a indiqué, il n'y a pas toute cette dimension financière et il faut savoir que le fait d'échanger son appartement ou sa maison, ça laisse aussi une garantie. Lorsque vous faites une simple location saisonnière, vous n'allez pas laisser une garantie à la personne à qui vous allez louer. Là, en l'occurrence, on parle d'échange. Donc, qui dit échange, c'est un peu, juridiquement, c'est pas ce qu'on va appeler une sûreté ou une hypothèque, mais en réalité, ça a un peu les mêmes effets. Ça veut dire que lorsque vous allez échanger quelque chose avec quelqu'un, vous voulez pas que la personne à qui vous allez échanger, vous fasse quelque chose qui ne va pas vous plaire. Donc on n'a pas envie de subir. Et puis c'est, comme vous dites, c'est un échange, donc on est aussi dans sa maison également. Donc normalement, c'est vrai qu'il y a... Mais bon, je voulais balayer un petit peu tout ça, puisqu'on a eu aussi beaucoup de réactions comme ça sur la page Facebook de Sud Radio. Il y a des gens qui sont encore méfiants, et ce qui est normal, même moi la première, je peux être encore pas totalement en confiance. Alors, on va parler que du côté positif des choses maintenant. Je vous libère, Maître Belaïch. Merci beaucoup de nous avoir amené votre expertise. On va accueillir, c'est Valentine, je crois, qui est avec nous. Elle est actuellement dans le Gers. Elle est en route, me dit-on, avec son mari pour aller récupérer une maison en échange. Bonjour Valentine. Bonjour. Alors, effectivement, on est sur la route pour vers notre maison, pardon. Et on a fait 2 échanges cet été. Donc on vient de quitter Marseille et on va vers le Gers maintenant pour un autre échange de maison. Et trop sympa. Une semaine vous prenez dans la maison, c'est ça? Vous échangez avec une semaine. Ouais. On a fait 2 fois une semaine. Ah, c'est excellent. Et ça se passe bien. On a fait un échange contre points. Ah ok, voilà. On n'a pas fait échange de maison similaire, échange, comment on appelle ça, échange, mais on a fait échange contre points. C'est-à-dire que vous avez déjà, vous, échangé votre maison, ça vous a permis de gagner des points? Exactement, ouais. Nous, on a une maison en Normandie, donc il y a pas mal de Parisiens qui sont intéressés, qui viennent passer le week-end et tout, mais plus sur des formats week-end chez nous, j'ai l'impression. C'est où? Quoi que je vous dis ça, mais là, en ce moment même, il y a des gens qui viennent de Belgique qui sont chez nous pour la semaine. Donc, en fait, il y a vraiment de tout. Elle est où, votre maison?
Elle est en Normandie, sur la côte d'Albâtre, entre Fécamp et Dieppe. Ah bah oui, évidemment, aussi. Faut pas dire que vous êtes mal placé. Oui. Hein. Donc en tout cas, vous, à l'antenne de Sud Radio ce matin, nous sommes le vendredi 15 août et on est en direct dans les routes de l'été pour le dossier de l'été. Vous dites, voilà, il n'y a pas de risque, tout va bien, c'est un bonheur. Et qu'est-ce que vous recherchez dans cet échange, au-delà du côté économique ? Alors quand même, le côté économique compte un peu. Parce que... non seulement vous économisez sur ce que vous allez sortir en location, mais vous économisez aussi sur si jamais vous louez votre maison, sur les rentrées d'argent, les impôts que vous allez devoir payer sur les locations et ça. Vous voyez, enfin, à tout point de vue, c'est quand même très économique, je trouve. Et après, moi, j'aime bien je trouve que la location, c'est assez sévère. Vous voyez, Airbnb, il faut être vraiment super nickel, avec les serviettes pliées, le savon qui va bien, nanana. Moi, je ne serais pas capable de faire ça en louant ma maison. Vous voyez, et puis l'échange est vraiment beau. Pour conclure avec vous, Valentine, vous allez où dans le Gers, là ? On est au sud d'Agen, comment ça s'appelle, Saint-Vincent-de-la-Montjoie. Oh, c'est trop beau. On vous souhaite une très belle semaine de vacances. Merci. Et puis merci d'avoir composé le 0826 300 300, le standard de Sud Radio, pour partager votre expérience. Charles-Édouard, vous êtes un homme heureux. Vous voyez, on a bien gratté le poil qui n'allait pas. Et puis voilà, tous les témoignages qu'on a en direct sont que positifs. Oui, en fait, c'est ce qui fait la différence entre les gens qui n'ont pas encore essayé et les gens qui ont essayé. C'est que c'est vrai, quand on essaye, après, le premier pas est le plus dur. Je crois que c'est Sandra qui disait, elle avait mis 10 ans, elle y réfléchissait depuis 10 ans. On a encore des gens qui sont inscrits, qui ont commencé à s'inscrire il y a 5-6 ans et qui ne font que leur premier achat que 5-6 ans après. Et en fait, il faut, le côté pratique, c'est que c'est très facile. Il n'y a aucune obligation. Vous allez arriver, vous ne payez rien au départ. Vous allez arriver, vous allez mettre votre maison, quelques photos. Au début, il y a un petit peu de travail, il faut quand même se décrire un peu, décrire sa maison, mettre quelques photos. Puis après, vous allez faire des recherches, vous allez regarder et vous allez vous laisser tenter par l'histoire. Et peut-être que vous n'êtes pas prêt encore, vous attendrez un petit peu. Puis un jour, vous recevrez une demande et puis vous direz, pourquoi pas tenter. Vous aurez des conversations avec une personne en face et vous direz, elle est très sympa, je risque rien. Et c'est comme ça que vous commencerez. Mais ce qui est sûr, c'est que quand les gens commencent, après, ils en font beaucoup. C'est une des raisons pour lesquelles l'échange de maison fonctionne très bien et une forte croissance. C'est grâce à ça. C'est grâce au fait que les gens sont très heureux. Nous, on a bien vu avec Théo, Colin et Hugo, qui avait l'équipe des routes de l'été, qui avait effectivement une tendance comme ça, et puis qui est très attirante, puis ça permet de passer des vacances économiques, ça pour le coup. Et en ces temps d'inflation, on voulait aussi vous mettre en avant. Charles-Édouard Girard, cofondateur de Home Exchange. N'hésitez pas à aller sur le site pour prendre des renseignements. Comme il le dit lui-même, prenez votre temps. Merci aussi à Sandra d'avoir témoigné de cet échange de maisons, et à tous ceux qui sont intervenus aussi dans notre rendez-vous. Dans quelques instants, c'est pas une maison qu'on va échanger, mais je vais vous permettre d'échanger ce petit moment que vous avez en train de vivre là en ce moment, et puis de se dire que tiens, on va aller visiter une serre à papillons. Ah, c'est pas mal aussi, c'est cadeau aussi ça, vous allez voir, c'est trop beau. Sud Radio, les sentiers de l'été. Alors j'aime être transparente, j'ai découvert cet endroit il y a maintenant 1 an en me promenant du côté de Honfleur. Le Naturopace, c'est un endroit absolument incroyable. Je vous propose tout simplement une escapade tropicale. Oui, pourquoi ? Parce que ce Naturopace est une bulle de chaleur et de vie tropicale en Normandie, et vous allez vivre entre autres au milieu des papillons. C'est un endroit et une promenade d'une poésie magnifique, et je peux vous dire que en ces temps chahutés que nous vivons tous, avec toute l'actualité, qu'elle soit européenne, mondiale ou même en France, c'est un moment de bonheur, une parenthèse, et c'est vraiment très beau. Pour en parler, j'accueille Benoît D'Amico, qui est le créateur de Naturopace. Bonjour Benoît. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Alors, vous l'avez entendu, j'ai eu un coup de cœur il y a 1 an, la première fois que je suis venue. J'y suis revenue avec mes neveux, mes nièces, ma maman, mon papa. Je n'arrête pas, dès que je vais en Normandie, assez souvent donc maintenant, de m'arrêter au Naturopace. Vous avez créé une serre aux papillons, pas comme les autres. Vous pouvez me raconter la genèse du projet ? Oui, vous n'avez pas besoin de moi, vous en parlez tellement bien. Oui, mais c'est tellement bien ce que vous avez fait.
Oui, alors on fait notre 26e saison cette année, donc c'est une serre que j'ai créée, qu'on a construit de toutes pièces avec mon équipe il y a donc en juillet 99. L'idée c'était de créer un bâtiment spécialement fait pour faire évoluer dans un environnement équatorial des papillons en liberté avec les meilleures conditions pour qu'on puisse les observer vraiment de près. Donc c'est un site qui est complètement immersif. Donc évidemment chez nous il n'y a pas de cage. Nos visiteurs sont directement dans une clairière équatoriale reconstituée avec une collection botanique importante et des milliers de papillons qui volent autour de nos visiteurs et qui évoluent en liberté. Voilà. Et je parle de poésie parce que au-delà de la beauté des papillons, c'est poétique, ça, maman. C'est une parenthèse de poésie incroyable. Est-ce que c'est parce que vous avez vécu longtemps en Guyane, vous étiez aussi négociant en chrysalide, vous êtes très touché par le milieu des papillons, quoi? Oui, en fait, j'ai commencé moi effectivement par faire de la distribution de chrysalide dans les serres en Europe, et puis j'ai créé il y a un certain temps un élevage de papillons en Guyane, et c'est vrai que moi je suis vraiment amoureux de cet environnement équatorial qui est assez extraordinaire. On est toujours très étonné, très émerveillé par la diversité aussi bien florale que animale, et c'est vrai que les papillons c'est un bon marqueur de la biodiversité. Il y a des formes, des couleurs, des comportements qui sont incroyables, et ça permet de parler, parce que c'est vrai qu'au Naturospace on parle des papillons, mais effectivement on parle aussi du climat, de la forêt. On parle d'un écosystème en fait, qui est complexe et imbriqué en fait. Chaque animal et chaque plante a son rôle, son espace très très spécialisé, et donc c'est très intéressant, et en même temps effectivement c'est beau, c'est poétique, comme vous dites. Voilà, donc c'est ça qui est intéressant. Nous, notre objectif c'est vraiment de partager notre passion pour cet environnement, quoi. Et vous le faites bien. Moi j'ai eu l'occasion de rencontrer aussi, de croiser là vous avez vos soigneurs qui sont là, c'est incroyable. Il y a quoi, il y a une centaine d'espèces environ? Alors on tourne sur l'année sur une petite centaine d'espèces, effectivement. Il y a donc différentes qui viennent donc d'Afrique, d'Amérique du Sud, d'Asie, et donc après il y a à peu près 1000 papillons qui volent dans la serre. Mais des papillons qu'on n'a pas l'habitude de voir dans nos campagnes, c'est vraiment important de le préciser. C'est des papillons qui ont la particularité des animaux qui viennent de ces régions-là, c'est qu'ils sont toujours très 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 grands, beaucoup plus colorés souvent. Bien que on ait certains papillons en France qui sont très très beaux aussi, mais il y a beaucoup moins de diversité. C'est la particularité de ces pays équatoriaux, c'est qu'il y a une richesse incroyable, et on en montre une petite partie parce que c'est vrai que ce sont des papillons qu'on élève. Et puis ce sont des papillons qui se comportent bien dans un environnement fermé comme on a chez nous. Donc on peut pas tout présenter, mais on a quand même un bel échantillonnage, on va dire, d'espèces, quoi. Alors la promenade, moi à chaque fois que j'y vais, et je l'ai vu plusieurs fois, c'est-à-dire qu'on fait jamais un seul tour, on repart, on recommence, parce que ça prend. C'est tellement beau, c'est tellement, vraiment c'est waouh, quoi. En fait, l'idée, c'est que effectivement, c'est à la différence d'un zoo classique, il faut un petit peu observer. Il y a forcément des espèces qui sont visibles beaucoup plus facilement, directement, mais après, il y a tout un tas de diversité d'espèces qui demandent un peu plus d'observation, et donc il faut il faut passer du temps pour observer, en fait. Ouais, c'est ça. C'est la particularité au Naturospace, c'est que faut prendre son temps. Et alors on va parler, il y a la nurserie, tout ça, mais il y a aussi des oiseaux. Et ça c'est pareil, on a des rencontres avec des oiseaux qui sont même pas sauvages, des fois ils sont par terre, ils viennent ou ils veulent se mettre sur votre épaule. Enfin c'est pour les petits comme pour les grands, c'est vraiment, vous avez créé un joli paradis.
L'idée, c'est qu'il n'y ait pas, c'est pas de la muséographie, c'est du vivant. Donc c'est vrai que même pour des enfants, par exemple, qui savent pas lire, ils ont la possibilité de ressentir, de voir. Donc c'est très accessible, même pour des enfants très jeunes. On reçoit beaucoup de maternelles chez nous, des petits enfants qui sont émerveillés. Donc chacun prend un peu à son niveau les impressions, mais on peut aussi apprendre des choses parce qu'on a un certain nombre de panneaux qui parlent des papillons, mais aussi de l'environnement équatorial. Donc c'est vrai que c'est assez complet et c'est tout public, c'est vraiment familial. On a aussi des gens qui viennent pour prendre des photos, qui peuvent passer beaucoup de temps en Naturospace. Il y en a qui passent même une après-midi complète pour faire des photos. C'est sûr que chacun peut trouver son comptoir. Ah ouais, moi j'en ai plein mon téléphone portable, encore des photos que j'ai prises encore la dernière fois. Après c'est pas toujours facile de prendre des photos, les papiers en photo. Sérieusement, là, quand ils se posent et qu'ils sont tout beaux, enfin voilà, qui limite. Oui. C'est Benoît D'Amico, vous qui êtes le créateur de Naturospace pour nos sentiers de l'été. Naturospace, c'est donc à Honfleur. N'hésitez vraiment pas à y aller. On va finir par le côté pratico-pratique. Le prix d'entrée. Alors le prix d'entrée, donc pour les adultes, c'est 10,80. Et ensuite pour les enfants c'est de 3 à 11 ans, c'est 8,10 €. Voilà, et puis et on a un prix famille après à partir de 2 adultes et 2 enfants, ou un adulte 3 enfants. Voilà. Et surtout c'est ouvert toute l'année, Et pour ceux qui disent non il fait déjà très chaud dehors, je vais pas aller à l'intérieur, on est entre 20 et 25 degrés, donc vous pouvez y aller même quand il y a la canicule. Puis bon, à Honfleur, la canicule, c'est un concept. Mais même quand il y a la canicule à Honfleur, même s'il fait 35 dehors, chez nous il fait plus frais à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Donc c'est la particularité, c'est climatisé sur une tranche de 25 à maxi 30 degrés. Ouais, et puis pour conclure, malheureusement on ne pourra pas développer, mais aussi juste à l'entrée, avant d'aller dans cette magnifique dôme de papillons, cette serre tropicale, il y a une exposition aussi d'insectes avec des choses qu'on ne voit pas et non plus chez nous, qui est assez incroyable. Oui, il y a des films. insectes géants de Guyane. Ah oui, les insectes géants de Guyane, c'est assez impressionnant, mais c'est vraiment incroyable. Il y a un film sur la vie du papillon, ou comment ça se passe. C'est vraiment bien fait. Moi, je voulais vous mettre en avant, et avec Hugo, on a décidé de vous donner la parole sur Sud Radio aujourd'hui. Merci beaucoup, Benoît D'Amico.